Bienvenue dans l'Actu en 7, votre rendez-vous hebdomadaire pour revivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale telle que traitée dans nos éditions. On ouvre avec l'élection du pape Léon XIV, son éminence Robert Francis Prévost. Désormais pape Léon XIV succède à François. Un choix salué et commenté jusqu'au Bénin. Prêtre de Cotonou, catholique de Parakou, chacun y va de son analyse sur ce nouveau souffle pontifical et sur les mots du premier discours du nouveau souverain pontife. Robert Francis Prévost de son nom de règne, pape Léon XIV, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est élu nouveau pape à la tête de l'Église catholique romaine. Mais en réalité, qui est Léon XIV? Né à Chicago en 1955, Prévost s'est comme enfant de cœur et a été ordonné prêtre en 1982. Bien qu'il se soit installé au Pérou 3 ans plus tard, il retourne régulièrement aux États-Unis pour servir en tant que pasteur et prieur dans sa ville natale. De nationalité péruvienne, il laisse le souvenir d'une personnalité qui a travaillé avec des communautés marginalisées et contribue à jeter des ponts au sein de l'église locale. Il passe 10 ans comme pasteur d'une paroisse locale et comme enseignant dans un séminaire à Trujillo, dans le nord-ouest du Pérou. Après avoir terminé ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin en 1973, il obtient un bachelor en mathématiques à l'université Villanova, près de Philadelphie, en 1977. Il entre chez les Augustins la même année, prononce ses premiers vœux en 1978 et sa profession solennelle en 1981. Il reçoit une licence en théologie de la Catholic Theological Union de Chicago, ordonné prêtre à Rome le 19 juin 1982. Il poursuit des études de droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, où il obtient une licence en 1984, puis un doctorat en 1987, avec une thèse sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin. Dès 1985, il part en mission au Pérou où il devient chancelier de la prélature territoriale de Chulucanas et vicaire de la cathédrale. Après un court retour aux États-Unis, il retourne au Pérou en 1988 où il dirige le séminaire des Augustins de Trujillo, enseigne le droit canonique, la patristique et la morale et fonde une paroisse dans la périphérie pauvre de la ville. En 1999, il est élu provincial de la province du Maine-Ouest des Augustins à Chicago. De 2001 à 2013, il est prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, exerçant ainsi la plus haute responsabilité de son ordre religieux. En novembre 2014, le pape François le nomme administrateur apostolique, puis évêque du diocèse de Chiclayo au Pérou en 2015, dans un contexte difficile pour l'église locale. Il est ensuite appelé à Rome pour succéder au cardinal Ouellet comme préfet du dicaster pour les évêques, prenant ses fonctions le 12 avril 2023. Ce dicaster joue un rôle central dans la sélection des évêques à travers le monde. Monseigneur Prévost est créé cardinal par le pape François le 30 septembre 2023. Un pontife polyglotte et proche des peuples, maîtrisant l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais, le nouveau pape est reconnu pour sa capacité à dialoguer avec des cultures diverses et à s'adapter aux réalités locales. Son expérience au Pérou, notamment dans des contextes de crise, forge un pasteur attentif aux défis contemporains et à la synodalité. Thème cher au pontificat précédent. Sa devise, in illo uno unum. Ça veut dire, dans celui qui est un, être uni. Annonce un pontificat placé sous le signe de l'unité et de la proximité avec les périphéries. Les fidèles de l'Église catholique du Bénin ne sont pas restés en marge de l'élection du premier pape américain. Ce dernier a choisi de régner sous le nom de Léon XIV, un choix symbolique
qui, selon quelques prêtres interrogés, porte une signification particulière. Voilà, c'est avec joie que nous accueillons le nouveau pape Léon XIV. Ce nom n'est pas choisi par hasard. Et souvent, les papes choisissent un nom et ce nom est indicateur. Et c'est un nom qui est déjà donne une idée du programme de gouvernance de ce pape. Bien, le nouveau pape s'est donné comme nom Léon XIV. Cela évoque Léon XIII. Et les temps où nous vivons sont pratiquement les mêmes que les temps de Léon XIII. C'était l'époque de la grande industrialisation. Et avec la grande industrialisation, il y avait l'oubli de Dieu. Léon XIII a ramené la question de Dieu au cœur du monde. En prenant donc le nom de Léon XIV, le pape voudrait remettre certainement Dieu au cœur de la société. Le premier discours du nouveau pape, très attendu par les fidèles du monde entier, a résonné avec une intensité unique dans un contexte où l'Église s'apprête à être guidée pour la première fois par un souverain pontife américain. La pace sia con tutti voi. Que la paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi. Mes bien, chères sœurs, mes bien, chers frères, ceci est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur, qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que ce salut de paix entre dans votre cœur, atteigne vos familles, à toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Un appel universel à la paix et qui donne déjà un aperçu de la voie que Léon XIV souhaite porter pour l'Église catholique et au-delà. Il a commencé par une salutation ecclésiale, biblique, je dirais liturgique. La paix soit avec vous. C'est d'ailleurs, comme il l'a évoqué lui-même, la salutation du Christ ressuscité à ses disciples. Nous sommes dans le temps pascal. La paix soit avec vous. C'est important de souligner cela. Il n'y a pas meilleure salutation. Et il est revenu beaucoup, et bien des fois, sur la paix. Et il a dit une paix désarmée, une paix désarmante. Et pour cette paix, il nous demande de construire des ponts, de dialoguer. Et cela est important pour le monde dans lequel nous sommes, même pour notre pays. Et ces discours évoquent d'une certaine manière ce que sera le pontificat. Et c'est notre souhait. On voit déjà l'attention que ce pape aura pour les faibles, les malades. Il veut réunifier, réconcilier et œuvrer pour la paix. Et surtout, l'épanouissement de tous les fidèles. Nous prions beaucoup pour ce pape-là qui réussit cette mission. Quelques chrétiens catholiques rencontrés ont exprimé leur joie d'avoir un nouveau pontife tout en partageant leur opinion sur son discours. Très heureuse d'apprendre la nouvelle parce qu'un nouveau pape élu par l'Église catholique n'est pas de n'importe quoi. Que ce soit un Américain, quel que soit le pays, il est élu par la grâce de l'Esprit Saint. Et nous avons prié pour lui à ce que la Vierge Marie l'accompagne pour qu'il soit un vrai vicaire de Jésus. Je suis content parce que j'ai vu le pape Léon XIV avec émotion. Et vraiment, ça prouve que l'Église catholique est organisée. Je souhaite du courage et que l'Esprit Saint l'assiste. Oui, tu as donné un pape selon son cœur. On ne peut que prier l'Esprit Saint de l'assister. Parce qu'actuellement, l'Église a des défis. Moi, mon souhait est qu'il ait un pape africain, mais on ne l'a pas trouvé. Mais l'Américain aussi fera mieux. Tout ce qu'il a dit, il prend la paix pour l'Église universelle. Et ce n'est qu'un début. On attend voir la suite. Mais le début est bon quand même. Oui, c'est un bon message parce que c'est un message qui incarne déjà la figure de l'Église. Qui l'Église agit en tant que figure du Christ et corps du Christ. Dans cette figure, je pense que la paix est l'élément primordial. Donc, ce message, c'est un bon message qui est fort et
Et j'ai pris le Seigneur qu'il donne davantage de sagesse. Avec l'élection du pape Léon XIV, l'Église catholique entre dans une nouvelle ère, marquée à la fois par l'universalité de son message et par le poids symbolique d'un pape venu d'Amérique. Reste à voir comment ce nouveau pontife saura conjuguer foi, espérance et engagement dans un monde en quête de repères. Une élection saluée, questionnée parfois, jusque dans la cité des Kobourous où fidèles et responsables n'ont pas manqué de réagir. Grande est donc ma joie, grande est la joie de l'Église d'avoir un nouveau pape. Parce que après la mort du pape François, on se sentait déjà un peu comme des orphelins, voilà, comme sans père. Et grande est la joie de toute l'Église après l'annonce solennelle hier du protodiacre qui annonçait Habemus Papam, ce qui veut dire nous avons un nouveau pape. Et grande est aussi la joie de remarquer que l'Esprit Saint continue toujours à travailler dans son Église parce que le pape Léon XIV ne figurait pas dans le pronostic établi où on disait telle personne a plus de chances que telle autre, mais personne ne s'y attendait. Et donc grande est notre joie à ce niveau-là aussi, de remarquer que l'Esprit Saint n'abandonne pas son Église, Dieu n'abandonne pas son Église. Donc nous prions déjà pour lui, nous prions avec lui, nous prions pour son pontificat et que l'Esprit Saint, que Dieu lui-même continue à guider l'Église, à veiller sur elle, pour que la mission de l'Église qui a commencé dès lors, depuis les apôtres, continue et ne s'achève jamais. Nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, pour tout ce que le pape François a fait. Et nous prions pour le repos de son âme. Maintenant, pour le nouveau pape, nous rendons grâce. Je suis très contente depuis hier et je bénis le Seigneur pour ses merveilles. Je dirais que c'est vraiment un mystère, vu tout ce qui s'est passé. Et nous prions toujours pour lui, que le Seigneur l'accorde son Esprit Saint, la grâce du courage et la persévérance de continuer dans le même sens que son prédécesseur. Je crois par la grâce de Dieu qu'il pourra achever ce que le pape François a commencé. La communauté aussi, j'entends de gauche à droite, les gens sont fiers de ce nouveau pape que nous venons d'avoir. En tant que chrétien catholique, mes impressions sont bonnes. C'était une joie pour moi, surtout que ça s'est vite passé. On n'a pas eu beaucoup de stress, soit disant que ça va prendre beaucoup de temps avant d'élire, de choisir notre pape. Ça n'a pas pris de temps. Et en 2 jours seulement, sinon 1 journée et demie. Donc le pape a été élu ou bien choisi. C'était une joie pour moi. Le pape ne vient pas pour travailler pour lui seul. Il vient écouter ce que l'Esprit va lui dire de faire. Et l'Esprit Saint ne va pas lui dire de faire autre chose que ce que l'autre a fait. Ce serait une continuité. À Parakou comme ailleurs, l'élection de Léon XIV ouvre une nouvelle ère. Retour à l'actualité nationale avec le certificat d'études primaires session de juin 2025. Alors que les épreuves orales et sportives ont été tirées au sort cette semaine, des séances encadrées de révision se multiplient, aussi bien pour les élèves du primaire que ceux du secondaire dans l'optique des examens nationaux à venir. 2025, 100%. Les impétrants à la quête du certificat d'études primaires session de juin 2025 sont finalement fixés sur leur sort quant à ce qui concerne les épreuves orales et sportives. C'était sous le regard bienveillant du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salman Karimou, entouré des cadres de son ministère et de plusieurs autres acteurs du système éducatif concernés, que le tirage au sort des dites épreuves se sont déroulés conformément aux dispositions qui s'imposent en la matière. Conformément à l'arrêté 0310 du 27 mars 2025 portant calendrier national des examens et concours scolaires
et universitaires et tests de recrutement pour l'année 2025. L'examen du certificat d'études premières, session normale, se déroulera du lundi 2, aujourd'hui 5 juin 2025. Avant l'examen du CEP, le directeur des examens et concours organise une séance publique de tirage au sort des épreuves de dessin ou de couture, puis les deux composantes de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour le ministre Salimane Karimou, cette cérémonie du tirage au sort des épreuves revêt d'une importance capitale et les enseignants disposent encore de quelques semaines pour peaufiner les derniers réglages au niveau des candidats. C'est vrai, il y a 2 semaines de soutien pédagogique, mais chercher les moments utiles dans les 2 semaines et après les 2 semaines pour faire les ajustements nécessaires. Surtout en grimper pour éviter autant que possible des incidents. Je suis convaincu qu'il est encore nécessaire de faire du rattrapage. Les dés sont ainsi jetés. Les candidats à l'assaut du certificat d'études primaires session de juin 2025 seront examinés en couture pour l'éducation artistique. La course de vitesse est grimpée pour les épreuves d'éducation physique et sportive. Ces tirages ont été faits par les écoliers candidats en classe de CM2. Les parents de ces candidats sont appelés à jouer pleinement leur partition dans la réussite de ces enfants. Le bien-être physique et psychologique doivent être de mise, a laissé entendre le ministre Salimane Karimou. Rappelons pour finir que ces compositions qui ouvrent le bal des examens académiques à chaque fin d'année sont prévues pour se dérouler du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025 sur l'ensemble du territoire béninois. Les examens nationaux de fin d'année approchent à grands pas au Bénin. Ces épreuves qui concernent le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat se dérouleront respectivement en juin 2025. À l'approche de ces échéances, un constat est fait sur les préparatifs au niveau du primaire et du secondaire. Au primaire, les élèves bénéficient de travaux dirigés et de révisions intensifiées pour renforcer leurs compétences avant les épreuves. On a commencé des TD pour le renforcement de l'examen pour les enfants. Et aussi, l'État nous a doté des cahiers d'activité dans lesquels nous avons des épreuves. Donc, l'épreuve d'expression écrite, toutes les épreuves que les enfants auront à affronter le jour de l'examen même. Ils ont déjà tout prévu. Les candidats du premier cycle mentionnent que les révisions régulières ainsi que le soutien des enseignants et des parents facilitent leur préparation aux examens. Je suis prête à affronter les épreuves de l'examen et du CEP. Si je ne comprends pas un mot, je demande tout à ma maîtresse. Et à la maison, maman m'aide pour que j'apprenne mes leçons. Elle est toujours derrière moi. Pour les examens nationaux, je m'apprête très bien. À l'école, on organise les TD pour bien affronter les épreuves. Je m'apprête bien, je fais les épreuves et je reprends les exercices qu'on a fait au TD. Au niveau du secondaire, au collège d'enseignement général de Zongo à Parakou, le directeur souligne la mise en œuvre de programmes de révision, de simulation d'examens et d'un suivi personnalisé des élèves afin d'assurer une préparation efficace des candidats. Je crois que dans l'ensemble, on sent quand même que nos candidats sont assidus et ils sont rompus à la tâche. Les enseignants également sont volontaires et engagés. Je crois que quand ces deux facteurs sont réunis, du côté de l'enseignement, engagement, la volonté, du côté des apprenants, l'assiduité et la discipline, quand ces éléments sont réunis, je crois que le résultat se fera. Il y a même des élèves qui ont introduit ici des demandes de travailler les après-midi. Ils ne veulent plus rentrer. Il y a également des enseignants qui sont prêts pour les accompagner. Tout comme les candidats du primaire, ceux du secondaire, notamment les futurs bacheliers et les élèves en troisième, affirment se préparer activement à travers des révisions adaptées à leur niveau en vue d'affronter les épreuves avec sérénité. J'apprends mes leçons, je révise ce qu'on a fait en classe, je traite des épreuves et je retourne souvent en arrière
pour réviser les cours du début, pour ne pas oublier ça. Et souvent, je pars au CAEB et je prends des livres, je lis et je révise ça, mais je profite pour réviser en français aussi. Et je participe au TD régulièrement, j'apprends les cours au jour le jour, dans la soirée, la matinée, tout ça. Je fais aussi beaucoup d'exercices dans les différentes matières et puis je consulte les professeurs en cas d'aide et de besoin. Je ne peux pas dire que je sois totalement prête à affronter le bac, mais dans l'ensemble, je crois que ça peut aller et qu'avec un peu plus d'organisation dans mes révisions, je crois que je pourrais m'en sortir. Au regard du constat fait, les préparatifs pour les examens de fin d'année 2025 se déroulent dans de bonnes conditions grâce à l'implication active des enseignants, des élèves et des parents. Parlons maintenant de la lutte contre les violences basées sur le genre. Un signal d'alerte a été donné par l'Institut national de la femme. L'INF dénonce la complicité d'un agent de police dans une affaire de violence, appelant à plus de rigueur et de responsabilité de la part des forces de l'ordre. L'Institut national de la femme a été informé du cas d'une jeune fille droguée et violée dans un hôtel de la place. Le dénonciateur informait que le mis en cause aurait été présenté par des témoins au commissariat de Toklegbe avant d'être relâché par l'agent qui les a reçus. Le dénonciateur a également précisé que le dit agent a reçu des mains du mis en cause la somme de 300 000 francs en vue de l'aider à recouvrer sa liberté. L'Institut national de la femme a alerté les autorités compétentes qui se sont dans un premier temps heurté à un mur, le commissariat affirmant n'avoir reçu aucun dossier dans ce sens. Rappelé par l'INF, le dénonciateur a donné des précisions sur les dates et heures d'entrée au commissariat. Face aux évidences, l'Institut national de la femme a cette fois-ci saisi le procureur spécial de la Criette pour que lumière soit faite non seulement sur les faits de viol, mais aussi sur l'abus de fonction dont se serait rendu coupable l'agent de police. C'est donc avec une immense satisfaction que l'Institut national de la femme a été informé de la prochaine présentation du commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe au procureur spécial pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés. L'Institut national de la femme condamne avec la dernière rigueur cet agissement. La lutte contre les violences basées sur le genre est déjà assez rude pour que nous soyons obligés de nous méfier des personnes qui connaissent la loi et dont le devoir est de nous protéger. L'INF demeure mobilisée et maintient toute sa confiance dans la justice béninoise, convaincue qu'elle ne manquera pas de situer les responsabilités et d'appliquer les tests avec rigueur en vue de décourager ces pratiques. Victimes ou témoins de violences basées sur le genre, sachez que le silence ne protège pas. En cas de violence, appelez gratuitement le 114. Le numéro vert, le numéro d'écoute de l'Institut national de la femme, ou appelez le 01 51 07 88 88. Numéro d'alerte disponible par SMS, par appel, par audio et également par vidéo WhatsApp. Nous restons engagés aux côtés des victimes pour que plus jamais l'autorité ne servent à couvrir l'injustice. Cap sur la lutte contre la corruption, une mission des Nations Unies a séjourné au Bénin pour évaluer les efforts du pays. L'occasion de faire un point sur les avancées, les défis, mais aussi les attentes autour de la transparence dans la gestion publique. Pour avoir ratifié le 14 octobre 2014 la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bénin, convaincu de ses efforts dans la mise en application des exigences de cette convention, accueille avec grand intérêt la visite pays de cette mission qui constitue une étape clé du deuxième cycle du mécanisme d'examen. Dès juillet 2010, le Bénin a été tiré au sort pour être examiné par la Finlande et le Zimbabwe. Ce premier cycle a constitué le point de départ d'un processus d'évaluation hautement participatif, impliquant non seulement l'État, mais aussi le secteur privé.
la société civile et les médias. Cette démarche a été accompagnée d'une forte volonté politique, notamment celle du chef de l'État qui a facilité l'adoption de la loi contre la corruption, quelques mois avant, bien entendu, le début officiel du processus. La visite pays des examinateurs qui a eu lieu du 6 au 10 mai 2013 a été un moment déterminant de cette première phase. À la suite de cette évaluation, un rapport détaillé a été rédigé, accompagné d'un résumé publié sur le site de l'ONU-DC, servant ainsi de référence pour les actions futures. C'est en 2018 que le Bénin a à nouveau été sélectionné pour le deuxième cycle du mécanisme d'examen. Ce processus dont l'évaluation a pris corps ce 6 mai 2025 a démarré par l'élaboration du questionnaire d'auto-évaluation du Bénin, suivi d'une analyse approfondie des observations formulées par les États observateurs. Un atelier national a ensuite été organisé du 15 au 17 septembre 2021 où divers acteurs, dont des experts gouvernementaux, des représentants du secteur privé et de la société civile, ont répondu de manière constructive aux observations soulevées. Toutefois, la clôture des activités de l'SANLC le 24 novembre 2021 a entraîné un retard dans la transmission des documents aux instances onusiennes. Il convient de souligner que ces étapes successives ont non seulement permis au Bénin d'assumer un rôle actif dans l'examen de la mise en œuvre de la Convention par d'autres États, mais ont également contribué à un renforcement substantiel de nos structures institutionnelles, tout en facilitant l'amélioration continue de notre dispositif de lutte contre la corruption. Durant les 3 prochains jours, les experts de la Suisse, de la Gambie et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime vont évaluer, entre autres, les mesures préventives contre la corruption, la gestion des finances publiques et les marchés publics, la lutte contre le blanchiment d'argent. Les experts de la Gambie et de la Suisse sont ici pour approfondir sur l'application de la Convention au Bénin. Et c'est un mécanisme où nous allons voir comment la Convention qui établit les normes des mesures et des régulations pour appliquer les règles contre la corruption d'une façon plus efficace dans tous les États, nous allons voir comment c'est un tout organique. Nous allons voir la relation entre les différentes dispositions de la Convention, comme l'article 6 sur les autorités de prévention de la corruption est en relation avec l'article 36 sur les autorités anticorruption et des différentes références qui fait la Convention entre tous les articles et les 4 chapitres qui sont sous examen. Rappelons que depuis la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption HCPC en avril 2020, le Bénin a renforcé son arsenal institutionnel. Cette structure est investie des missions de prévention, de détection, d'éducation et de sensibilisation à la corruption. Elle occupe une place importante dans l'optimisation des mécanismes de lutte contre ce fléau d'envergure mondiale. L'évaluation en cours s'inscrit alors dans une dynamique de coopération multilatérale. En prenant part activement à ce processus, le Bénin entend s'aligner sur les standards internationaux et par là même bénéficier des expériences de ses pairs. Nous avons ensemble revisité les engagements de notre pays, analysé les progrès réalisés, évalué les défis persistants et identifier de nouvelles pistes de renforcement de notre dispositif de prévention et de lutte contre la corruption, notamment dans les domaines de la prévention, de la transparence, de l'intégrité des agents publics et de la participation de la société civile. Le Bénin a adhéré avec conviction à ce mécanisme d'examen volontaire parce que nous croyons en l'utilité de l'évaluation par les pairs
dans un esprit de coopération, d'apprentissage mutuel et d'amélioration continue. La rigueur méthodologique de cet exercice, tout comme la qualité des échanges que nous avons eus, viennent confirmer la pertinence d'un tel dispositif dans l'accompagnement des réformes nationales. Je me dois ici de saluer la qualité du travail accompli par les équipes suisses et gambiennes. Vos observations, vos questionnements et vos recommandations ont permis de nourrir une réflexion profonde sur l'effectivité de notre action et d'éclairer les perspectives d'amélioration dans un esprit constructif. Le Bénin ne ménagera aucun effort pour donner une suite diligente et concrète aux conclusions de cette visite. Je me réjouis en cette occasion de constater que les efforts déployés par notre pays sont reconnus à l'échelle internationale et je puis vous assurer que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption continuera de mobiliser les institutions nationales, les acteurs de la société civile, les médias et les citoyens autour d'un objectif commun. Faire reculer durablement la corruption pour bâtir un Bénin plus juste, plus intègre et plus prospère. Parlons à présent de liberté de la presse avec la publication du rapport 2025 de Reporters sans frontières. Le Bénin enregistre une régression, une situation qui inquiète les professionnels des médias. Certains d'entre eux se sont exprimés cette semaine sur les causes et implications de ce recul. De la 89e, le Bénin passe désormais à la 92e place selon le rapport de Reporters sans frontières à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, perdant ainsi 3 points. Le pays peine aujourd'hui à retrouver une presse totalement libre selon Reporters sans frontières. Le classement en question est en adéquation avec la réalité parce que quand vous prenez les indices, il ne faut pas oublier que RSF se base sur des éléments factuels, c'est-à-dire la fiabilité des médias, est-ce qu'il y a des médias qui sont fermés, est-ce qu'il y a la pluralité d'opinion, est-ce que l'opposition a accès aux médias publics, c'est beaucoup de choses qui sont regardées. La 92e place pour le Bénin sur 180 pays cette année. Un recul significatif selon l'interprétation, mais surtout un signal clair. Les rapports ne sont pas forcément très reluisants, mais c'est une marche de tous les instants. La quête de la liberté, c'est la quête de l'indépendance, c'est la quête, on va dire, de l'autonomie, et cela passe par un combat de tous les jours. Les journalistes béninois continuent de faire face à de nombreuses contraintes, parmi lesquelles l'impossibilité d'accès aux informations institutionnelles, selon Léonard Soneikmon, journaliste béninois. Parmi les justificatifs de Reporters sans frontières, c'est le problème d'accès aux sources d'informations, surtout aux sources institutionnelles, qui est bien évidemment lié à tous les médias. C'est compliqué d'avoir des informations. Et pour Basile Agonra, journaliste, ce classement ne va pas être un prétexte pour la liberté d'expression. Ce classement ne va pas influencer notre travail en tant que journaliste parce que vous savez, le journaliste est quelqu'un qui va à l'assaut de l'information, qui fait des investigations et qui vérifie. Il y a un code de l'information et nous avons une déontologie que nous suivons. Donc, je ne pense pas que ce classement puisse influencer le travail que les journalistes font sur le terrain. Reporters sans frontières invite les acteurs. Vous savez, le journaliste est quelqu'un qui va à l'assaut de l'information,
De la liberté de la presse à l'investigation journalistique, dans un contexte où les journalistes s'outillent pour la rédaction d'ouvrages d'enquête, l'intelligence artificielle s'invite dans les méthodes de travail. Atout, piège, le débat est ouvert. Mettre la lumière sur les œuvres littéraires ou livres des journalistes, c'est le but visé par les associations des journalistes culturels du Bénin et celles des journalistes culturels d'Afrique en réseau, en initiant un salon du livre des journalistes du Bénin. Journalistes et passionnés du livre ont répondu présent à ce cadre d'échange, de concertation et de réflexion. Débuté depuis le jeudi 8 mai dernier, les travaux se poursuivent à la bibliothèque Bénin Excellence à Godomé. Fortuné Sosa, président de l'association des journalistes culturels d'Afrique en réseau, expose l'objectif de l'instauration du dit salon. Nous avons remarqué que dans les salons du livre, les ouvrages des journalistes ne sont pas pris en compte. Et face à ce constat, nous avons dit, mais les journalistes béninois publient énormément. Il faut que nous commencions par montrer les publications des journalistes en matière d'ouvrages, de livres, et pour que le public sache que les journalistes aussi s'investissent dans la publication des livres, pour que les journalistes eux-mêmes, les plus jeunes, constatent que, attention, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine par des aînés. Pour ce deuxième jour de discussion, le débat est autour du thème « L'investigation en journalisme pour la rédaction d'un livre. Quel avenir avec l'influence de l'intelligence artificielle ?» Pour Bénédicte Lovy, communicante, l'IA est un atout incontestable aujourd'hui dans l'investigation journalistique. Il y a la vérification de faits automatisés que l'IA peut également faire. C'est quand même un très grand rôle dans l'investigation parce qu'avec certains outils, on peut comparer des faits à différentes sources et tout et voir si c'est vraiment réel. On peut mettre des vidéos dans des outils et savoir si ça c'est vraiment un fait réel qui s'est produit, etc. Et tout cela est vraiment, je dirais, super important dans l'investigation. Wenceslas Maoussi, aussi communicateur, mitigé sur le sujet, mais l'accent sur l'importance de l'intelligence artificielle sur le début de la recherche documentaire. Le gouvernement a pris, par exemple, 700 décrets. On peut essayer de voir les décrets qui ont été pris en Conseil des ministres, ou on prend rien que les communiqués du Conseil des ministres sur 9 ans. L'IA peut nous permettre un début d'investigation, savoir quels sont les mots qui reviennent, les occurrences qui reviennent en Conseil des ministres. Quelles sont les thématiques, quels sont les secteurs qui ont été touchés en 9 ans. Et on va avoir des données mouse. Malgré cette utilité, le communicateur Eskil Agbo reste calé sur sa position. L'IA n'a pas sa place dans l'investigation journalistique. Je pense que quand on parle de journalisme d'investigation, on ne devrait normalement pas prononcer le mot IA. Il y a le test de l'IA qui souffre du langage humain, qui souffre de la portée émotive et émotionnelle, alors que ce que le journaliste ou l'individu écrit, on a son intuition, on a ses émotions. L'IA ne peut pas, par exemple, présenter l'histoire de Voodoo, mais l'histoire d'Apollon, de Rida, tel qu'un journaliste qui est allé sur le terrain et qui est allé faire des recherches sérieuses, tel que ce journaliste va présenter dans son livre. L'IA ne peut pas le faire. Journalistes et amoureux de la lecture sortent édifiés de cette séance de travail. Ce que je peux retenir, c'est que il ne faut pas que se fier à l'intelligence artificielle. Avoir des informations fiables, c'est aller sur le terrain. Il faut associer les deux. J'ai compris aujourd'hui beaucoup de choses sur l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le métier du journalisme. En l'occurrence, lorsqu'on est journaliste d'investigation, j'ai été profondément impressionné, profondément sidéré par la qualité des interventions, la qualité des présentations. Après ce moment d'échange qu'a permis sur la visite des stands de certaines maisons de production de livres béninois, le salon prend fin ce samedi 10 mai 2025.
Revenons à la gouvernance locale avec le programme de redevabilité phase 3. Cette semaine, plusieurs contrats ont été signés entre l'État et les partenaires associatifs. Une avancée dans la collaboration entre administration publique et acteurs de la société civile. La cérémonie de signature des contrats avec les partenaires associatifs de la phase 3 du programme Redevabilité, résultat d'une coopération fructueuse entre la SUS et le gouvernement béninois, s'est tenue ce jeudi 8 mai 2025 à Cotonou. Ce acte symbolise un partenariat renouvelé en faveur du renforcement de la société civile engagée dans la promotion de la transparence et la bonne gouvernance. La phase 3 et la dernière de notre programme se concentre sur la consolidation des acquis des phases précédentes, tout en mettant l'accent sur la systématisation du dialogue entre la demande et l'offre de redevabilité. Elle ambitionne de contribuer à la pleine jouissance des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens dans un environnement où la redevabilité s'exerce efficacement. Pour y parvenir, vous êtes les pertinents partenaires retenus pour la mise en œuvre des différentes initiatives. La signature de ces contrats et la remise de chèques aujourd'hui marquent la mise en route de vos différents projets et initiatives et incarnent un engagement mutuel, celui de collaborer avec détermination pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. La signature de ce partenariat représente un pas de plus pour l'effectivité de la redevabilité au Bénin. La formalisation de cette collaboration représente une avancée significative dans notre engagement commun pour l'effectivité de la redevabilité au Bénin. L'implication de nos partenaires associatifs est un vecteur essentiel dans la réalisation des enjeux de cette dernière phase du programme redevabilité. À travers ce partenariat, nous affirmons notre volonté de renforcer les mécanismes de contrôle citoyen, d'améliorer la gestion des ressources publiques et de consolider les principes démocratiques qui nous rassemblent. À la suite de la signature des contrats avec les partenaires associatifs, le défi reste le respect des valeurs du programme. Vous, partenaires associatifs, portez à votre tour la lourde responsabilité d'incarner les valeurs clés du programme. Lors de la mise en œuvre de vos projets, il s'agit principalement de l'intégrité, la responsabilité, la transparence, le professionnalisme, le respect mutuel et l'orientation vers les résultats en ne laissant personne de côté. Faustin Tchagba, porte-parole des partenaires, exprime sa gratitude et promet de gérer ses ressources à bon escient. Chers partenaires, nous savons que nous sommes dans un contexte de rareté des ressources, mais nous tenons à vous dire merci pour la confiance et nous prenons l'engagement de faire une gestion assez responsable de ces ressources pour mériter la confiance et pour la susciter davantage au bonheur de nos populations à la base. Une collaboration renforcée entre les acteurs de la société civile et les partenaires techniques vient ainsi de naître dans l'espoir de faire de la redevabilité un véritable levier de développement démocratique au Bénin. Sur le plan diplomatique et économique, le Bénin et la Mauritanie font front commun pour soutenir une candidature stratégique, une alliance qui en dit long sur le partenariat entre le Bénin et la Mauritanie. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu une délégation officielle mauritanienne conduite par un émissaire du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une coopération renforcée entre les deux pays avec en toile de fond la candidature de Dr Sidi Ould Tah à la présidence de la BAD. Outre les messages d'amitié échangés, la discussion s'est concentrée sur la candidature portée par la Mauritanie pour la présidence de la Banque africaine de développement, une candidature que le Bénin appuie activement.
Le Bénin et la Mauritanie coordonnent depuis quelques temps sur un certain nombre de sujets. Et le dernier dossier qui a bénéficié d'une attention particulière de nos deux chefs d'État, c'était la semaine passée, le dossier de la candidature de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement, en la personne de Dr Sidi Oulita, ici présent avec moi dans cette mission. Et donc le président Patrice Talon a dépêché la semaine passée des envoyés spéciaux à Nouakchott, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, M. Romiald Wadani. Tous les deux sont venus exprimer au nom du président Talon à son frère président Ghazouani l'appui du Bénin à la candidature de la Mauritanie à la BAD. La qualité de l'écoute du chef de l'État béninois ont été particulièrement appréciées par la délégation mauritanienne qui y voit les bases solides d'un partenariat durable. Les échanges étaient plus que fructueux et son Excellence nous a donné l'orientation nécessaire pour optimiser davantage sur ce qui a été fait, mais sur ce qui reste à faire encore au niveau de cette campagne. Donc je pense qu'on est sorti très rassuré de cette audience avec son Excellence le Président Patrice Talon. En soutenant ensemble une candidature importante, le Bénin et la Mauritanie montrent clairement leur engagement pour une coopération solide tournée vers le développement commun. Restons dans la dynamique institutionnelle avec les décisions prises en Conseil des ministres. Au menu, la standardisation du gaz de pétrole liquéfié pour une distribution nationale plus efficace et la contractualisation pour la construction d'un centre d'enfouissement technique à Parakou. Dans le cadre de sa politique de développement durable, le gouvernement a engagé une réforme majeure du secteur des hydrocarbures. L'objectif visé est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Ceci participe de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. Par son contenu, la dite réforme consiste à mettre en place un système d'approvisionnement centralisé par la Société Dépôt Pétrolier du Bénin, DPB-SA, qui sera propriétaire des bouteilles uniformisées. Le remplissage et la sécurité des emballages relèvent de la responsabilité des gestionnaires des centres d'emplissage. Ainsi, le présent décret vise à instaurer l'interchangeabilité commerciale des bouteilles de gaz sur l'ensemble du territoire national. Faire uniformiser les bouteilles aux couleurs de la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA. Responsabiliser formellement les gestionnaires des centres d'emplissage en matière de sécurité et de qualité du service. Introduire une nouvelle capacité de bouteilles de 1,5 kg plus adaptée aux besoins des ménages à faible revenu. Une fois les nouvelles dispositions devenues opérationnelles, tout détenteur d'une bouteille vide de gaz domestique pourra l'échanger contre une bouteille pleine de même contenance auprès d'une station-service ou de tout autre distributeur habilité. Pour ce faire, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, il est accordé un délai de 3 mois à la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA pour acheter les bouteilles en circulation et mettre en œuvre un plan de standardisation progressive visant leur recoloration, reconditionnement technique et intégration dans le parc commun. L'extension des activités opérationnelles de la Société de gestion des déchets et de la salubrité à la ville de Parakou depuis le 1er octobre 2023 a permis, à ce jour, d'améliorer l'environnement urbain à travers notamment le désensablement, le piquetage et le désherbage des principales artères ainsi que des espaces publics, le curage des ouvrages d'assainissement pluvial, dont la première fréquence de curage approfondi a été achevée en janvier 2025. Pendant ce temps, des actions préparatoires ont été engagées pour structurer la gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Il s'agit de réalisation d'études internes visant à concevoir un dispositif opérationnel adapté aux spécificités de la ville, au vu des infrastructures existantes, des volumes de déchets solides ménagers et assimilés estimés et de l'état de la voirie. Recrutement de PME spécialisées dans la précollecte des déchets à l'issue d'un appel à concurrence.
réaménagement progressif des points de regroupement des déchets. Après ces diligences, il ne reste à ce jour que la mise en place d'un centre d'enfouissement technique conforme aux normes environnementales en vigueur. C'est en vue d'optimiser la gestion des déchets dans cette ville que le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée pour la construction du dit centre et sa mise en exploitation. Et pour clore cette rétrospective, une visite de proximité du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au sein de la rédaction de E-Télé, une occasion d'échange satisfaisant et prometteur. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, Edouard Loko, a effectué dans la matinée de ce lundi 5 mai 2025 une visite de travail à la chaîne de télévision privée E-Télé. Il était à la tête d'une importante délégation composée notamment de conseillers représentant les différents corps professionnels des médias. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du dialogue renouvelé que la HAC souhaite entretenir avec les acteurs du paysage médiatique national. À son arrivée, le président et sa suite ont été accueillis par le directeur général de E-Télé, Agapit Napoléon Maforican, qui a présenté les grandes lignes de l'organisation et du fonctionnement de la chaîne. Une télévision autorisée à Parakou, qui s'est déportée vers Cotonou sans l'autorisation de la HAC, qui en a eu les coups, puisqu'elle a été sanctionnée à l'époque. Elle a dû faire ce qu'elle a dû faire pour que la réouverture soit autorisée, avec un bureau léger à Cotonou. Ça, c'était avant mon arrivée. Donc, une fois réouvert, j'ai été appelé à diriger la télévision depuis avril 2018, avec un cahier de charge précis, la promotion des actions des pouvoirs publics. En clair, décrypter l'information, expliquer l'information, analyser l'information, la mettre à la disposition des acteurs, parfois orienter, donc prendre position sur un certain nombre de grands chantiers. Donc voilà un peu l'organisation. On est plus installé maintenant à Cotonou. La télé emploie une quarantaine de personnes, dont une moitié en CDD, les 2 tiers du reste en collaborateurs permanents, ce qu'on appelle les collaborateurs, qui sont à cheval entre le stage et les CDD. Ils ne sont pas inscrits au régime de l'assurance sociale, de la sécurité sociale. Ils sont payés au-delà du SMIC, un peu moins que les CDD, mais ils sont régulièrement dans la maison et normalement, ils ont vocation à évoluer vers les CDD pour ceux qui veulent rester. Après une écoute attentive, le président Edouard Loko s'est dit touché par la qualité de l'accueil et a salué le dynamisme de la chaîne. Il a réaffirmé l'engagement de la HAC à soutenir E-Télé dans ses efforts de professionnalisation chaque fois que le besoin se fera sentir. Encore une fois, je vous remercie vraiment pour l'accueil. Bon, vraiment, merci vraiment pour l'accueil. Merci, merci vraiment. Vous avez mobilisé tout le personnel. Vous avez parlé tout à l'heure de moratoire. C'est vrai, nous sommes disponibles parce qu'on ne peut pas fermer télé. Le but, ce n'est pas ça. Nous vous inviterons plutôt à aller vers les structures pour avoir avec eux moratoire, parce que la HAC n'exige pas si vous n'avez pas les moyens de payer. Nous n'exigeons pas forcément que vous alliez payer si vous n'avez. Mais je crois que si vous allez vers ces structures, la Bénédiffusion ou Bibédra, vous réussissez à avoir un moratoire. La HAC, le but de la HAC n'est pas de fermer ou bien de... Non. La visite s'est poursuivie par une tournée des différents services, des studios à la salle de rédaction, en passant par les installations techniques. Visiblement satisfait, le président Loko a salué la gestion rigoureuse de la chaîne, conduite par son directeur général. Parmi les membres de la délégation figuraient Ama Honsou de la catégorie audiovisuelle, Basile Thibozo de presse écrite et Lionel Igbegonouné de technique, tous conseillers à la HAC pour la mandature en cours. La visite s'est achevée dans une atmosphère cordiale et empreinte de promesses de collaboration renforcée entre l'organe de régulation et le média visité. C'était l'Action 7.